Chers amis, nous sommes ravis de vous accueillir, d'accueillir tout le monde, évidemment, les amis de Balzac, mais aussi et surtout, pour une fois, tous les étudiants qui sont là, parce que ce roman, La cousine bête, est au programme du concours d'entrée aux grandes écoles scientifiques, et c'est vraiment bien que les étudiants soient là pour discuter du film. Et j'espère qu'ils prendront une part active au débat qui suivra. La consigne étant celle-ci, il faudra bien parler dans le micro, parce que le débat va être capté et qu'on pourra le mettre sur le site internet. Et donc, si tout le monde parle bien dans le micro, on entendra quelque chose, sinon on n'entendra rien du tout. Bon, alors, comme vous êtes plongés dedans, ceux qui le lisent et qui l'étudient en ce moment, et ceux qui l'ont lu depuis longtemps, et ceux qui sont en train de le relire, je ne vous dirai qu'une chose, c'est que, évidemment, c'est l'un des personnages les plus extraordinaires que Balzac ait jamais créé. Une femme qui est à moitié animale, une femme d'instinct, une véritable sauvage, comme dit Balzac, et qui se distingue par une jalousie absolument féroce de sa cousine un peu plus jolie qu'elle, et qui a eu un meilleur sort puisqu'elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants. Donc, ce roman est... D'abord, c'est un roman jumeau puisqu'il est jumelé avec le cousin Pons, et nous avons deux personnages parallèles qui sont des personnages à la fois de parasites et de marginaux. Parce que chez Balzac, le célibataire est un marginal. Le célibataire est un fruit sec. C'est quelqu'un qui ne rend pas service à la société. D'autre part, le personnage de la cousine bête est un personnage plus grand que nature, vraiment. C'est un personnage qui va jusqu'au bout de ses passions, et surtout de cette passion de la jalousie, qui va lui faire détruire une famille entière, la famille de sa cousine, qu'elle va saper, dont elle va vraiment saper les fondements. On pourrait la caractériser de mille façons. L'animalité, bien sûr, puisque Balzac n'a pas assez de métaphores animales pour la décrire, et que son nom lui-même, bête, en fait une espèce de concentré de tous les instincts animaux. Que dire encore? Je pense personnellement que cette femme, que ce personnage est l'incarnation du mal. Et je crois que le mal est particulièrement présent et de façon concrète dans ce roman. C'est une force qui agit, qui sape tout, et qui vraiment est le cœur du roman. Je ne vous en dirai pas plus parce que vos enseignants sont là et que je pense qu'ils doivent vous faire d'excellents cours. Parlons plutôt du film et de son réalisateur. Donc, Yves-André Hubert devait venir ce soir. Malheureusement, il est quand même âgé et en particulier, il est malade. Donc, nous allons l'excuser. Beaucoup de ses amis sont d'ailleurs venus de façon très sympathique pour le rencontrer et vont être déçus de ne pas le voir. Mais au moins, ils auront un petit peu son souvenir présent parmi nous. Yves-André Hubert a fait une magnifique carrière. Ses deux premiers films ont été des coups de maître, puisqu'il a été l'assistant de Jean-Pierre Melville sur Bob le Flambeur en 1956 et en 1959 de Jean Renoir sur Le Déjeuner sur l'herbe. On ne pouvait pas commencer mieux, une carrière. Après ça, les films se sont enchaînés et n'ont pas arrêté. Ça a été un grand adaptateur. Il a beaucoup adapté de romans, et son adaptation de Balzac fait date. Vraiment, quand on l'a vu à la télévision, puisque moi j'ai eu la chance de la voir déjà, eh bien, on ne peut pas l'oublier. Et là, j'étais très très contente de pouvoir la redonner. Alors, je vais donner la parole à Yvon Géraud, qui est un ami de Yves-André Hubert et qui va nous dire quelques mots de lui, et quelques mots que peut-être Yves-André lui-même lui a demandé de nous dire.
Bonsoir, oui, Yves-André Hubert espérait jusqu'au dernier moment pouvoir venir, mais il est alité. Donc nous sommes un certain nombre d'anciens collaborateurs d'Yves-André, assistants, script, et nous sommes très contents d'être là, et un peu tristes qu'il ne soit pas, puisque lui aurait pu parler de la jeunesse de ce film, qui, si j'ai bien, enfin d'après ce qu'il m'a dit, a été assez compliqué. Il a porté ce projet pendant assez longtemps. Yves-André, d'abord, avant d'être assistant réalisateur, a été acteur. Et puis il est devenu réalisateur à la fin des années 50. Il a fait une magnifique carrière, c'est vrai. Il avait deux passions, la musique et la littérature. Donc il a adapté d'abord, je crois, les Bostoniennes de Henry James. Puis d'autres, il avait une passion pour Zola. Oui, en particulier, les Rougon-Macquart. Alors c'est drôle parce que Yves-André Hubert est au programme de tous les concours, puisqu'il a adapté La Cousine Bette, qui est au programme du concours d'entrée aux grandes écoles scientifiques, et La Fortune des Rougon, qui est au programme de l'agrégation. Donc c'est vraiment l'auteur de concours. Hein. C'est vrai, oui. Et donc, ces deux passions, c'était le théâtre, la littérature et la musique. Il a fait, je crois, un peu moins d'une centaine d'adaptations. Pas seulement des adaptations de romans, il y a comme des œuvres originales, je crois, l'affaire Marie Bénard, avec son actrice fétiche Alice Sapritch, mais aussi beaucoup de retransmissions d'opéra, de ballets, d'émissions de musique classique, où nous sommes quelques-uns à l'avoir suivi, soit comme conseiller musical, soit comme assistant, pendant ces quelques années. Et vraiment, je suis étonné. Enfin, là, il faut dire aussi un mot de la qualité des collaborateurs d'Yves-André. René Matelin, le chef opérateur, a fait, vous allez le voir, un travail aussi d'image qui est assez remarquable, comme tous les grands directeurs, les grands chefs opérateurs de cette époque que nous avons connue, dont certains ont obtenu soit des palmes à Cannes, soit des Oscars à Hollywood. J'ai quelques problèmes de mémoire, mais certainement que mes amis qui se cachent au troisième rang pourront nous dire tout ça tout à l'heure. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que Yves-André faisait partie aussi de cette école des Buttes-Chaumont, avec Claude Dourset, Claude Barma, Claude Santelli, Stelio Lorenzi et d'autres, pas marginaux, mais plus à côté, comme Jean-Christophe Averty ou d'autres. Voilà. Mais alors, il faut dire aussi que sur ce film, il a un scénariste exceptionnel, puisque c'est Jean-Louis Bory. Jean-Louis Bory, grand adaptateur de Balzac, qui a adapté Le Père Goriot et qui a adapté La Cousine Bette. Jean-Louis Bory, bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a été professeur presque toute sa vie, puis journaliste. Il est critique de cinéma, bien sûr. Les fameux... comment ça s'appelle ? Masque et la plume, voilà. Le Masque et la plume, le Nouvel Obs, l'Express. Enfin, il a vraiment marqué son temps par ses critiques de cinéma, mais c'est aussi un romancier. Et son premier roman a obtenu le prix Goncourt. Il s'agissait de... comment s'appelait son premier roman déjà ? Mon village à l'heure allemande. Oui, c'est ça. Mon village à l'heure allemande. Mon village à l'heure allemande a obtenu le prix Goncourt. Après, d'ailleurs, ça l'a pas beaucoup servi parce que avoir le prix Goncourt pour un premier roman, c'est très embêtant pour la suite. Parce qu'après, on se croit obligé, enfin, on est obligé de faire aussi bien et on n'y arrive pas. Bon, enfin, ce n'est peut-être pas pour ça qu'il s'est malheureusement suicidé en 1979, étant né en 19, donc à 60 ans. Et bon, c'est une carrière quand même très belle. Ça a été un homme très, très admirable, très remarquable, et un grand admirateur de Balzac, sur lequel il a écrit un très bel essai. Alors, pour revenir à La Cousine Bette, il y a eu 2 adaptations cinématographiques de La Cousine Bette. Celle de Max Derieux, en France, en 1927, avec Alice Tissot, dont il reste des bribes. J'ai demandé à la Cinémathèque de la reprogrammer. Ils m'ont dit que c'était dans un tel état qu'on ne pouvait même pas envisager de la programmer. Et une autre adaptation américaine cette fois, mais très douteuse, enfin moi je l'ai vue, je la trouve à peine montrable, celle de Des McAnuff en 1998, qui, malgré d'excellents interprètes comme Jessica Lange et Bob Hoskins,
n'est pas vraiment extraordinaire. En revanche, à la télévision, on a une bonne adaptation anglaise, celle de Gareth Davis en 1971, avec Colin Baker, Edmund Knight, une série télé de 5 épisodes de 50 minutes. Et puis on a notre cousine bête, celle que nous allons voir ce soir, de Yves-André Hubert, avec la grande Alice Sapritch. Et je pense que pour ceux qui ne l'ont jamais vue, ça va être une découverte vraiment extraordinaire. Et puis d'autres interprètes comme Claudine Coster, Jean Sobieski. Et donc c'est un film admirable, remarquable, et je pense que vous allez être très contents de le voir. Je vous laisse, et nous essaierons d'en débattre après. De ce que ça peut donner dans une adaptation tout de même assez conséquente sur le plan de la longueur. Parce que évidemment, plus court que ça, je ne sais pas comment on aurait fait. Et la première idée qui me vient, c'est que la maladie contagieuse de la faim, cette maladie, évidemment, c'est l'image de la jalousie qui se répand comme une maladie contagieuse, puisque la jalousie de la cousine bête va se communiquer de proche en proche à tous les amants de Valérie, qui sont tous jaloux comme des Othello, que ce soit Crevel, que ce soit Hulot, que ce soit Venceslas, la jalousie d'Hortense. Finalement, la seule qui ne soit pas jalouse, c'est Adeline. C'est celle qui a le plus de raisons de l'être et qui ne l'est pas. Et on a vraiment ce combat métaphysique du bien et du mal dans ce film qui est quand même assez bien rendu, surtout à la fin. On a tellement accusé Balzac d'immoralité, on a tellement dit que chez lui le mal triomphait toujours. Non, le bien triomphe à la fin. Et ici c'est assez bien rendu par ce visage angélique d'Elina Labourdette. Alors je vous donne la parole naturellement, et j'aimerais bien qu'on fasse passer le micro et que vous parliez bien dans le micro. Merci Yvon. Vous demandez la parole et vous levez la main et on vous donne le micro. Je crois qu'il y a vraiment de quoi discuter. Une autre idée qui me vient aussi, c'est que finalement la cousine bête, c'est un peu l'image du romancier lui-même, puisqu'elle ourdit une intrigue complètement. Enfin, c'est elle qui imagine tout. Et elle au fond, c'est la rivale du romancier, c'est son substitut. Et de même, elle-même vit toutes les aventures de Valérie par procuration. Donc on a une espèce de délégation comme ça d'activité, elle vivant les amours de Valérie et le romancier lui déléguant son pouvoir d'ourdir une intrigue. Alors il y a quand même quelques Balzaciens dans la salle. On va d'abord donner la parole aux Balzaciens peut-être et après aux étudiants, puisque vous êtes plongés dedans. Alors c'est vous qui connaissez le mieux le roman, hein, quand même. Alors, qui est-ce qui commence ? Florence. J'aime assez ton interprétation du fait que ce serait la maladie serait la jalousie. En fait, il y a un personnage quand même qui est effectivement absent, c'est le frère d'Hortense, c'est le fils. Et donc effectivement, je ne sais pas si si on n'a pas lu le roman, si on comprend à un moment le fait que Crevel est le beau-père, enfin il y a tout ce couple-là, il est complètement absent, mais c'est fait très très intelligemment dans le film, et du coup j'aime bien ton interprétation qui est celle du film, et dans le roman c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que d'ailleurs il y a cette histoire de maladie vénérienne transmise à laquelle on peut réchapper, enfin qui est compliquée. Moi je me souviens que la première fois que j'ai lu ça, je ne sais pas si les jeunes étudiants ont compris, moi j'ai dû lire 3 fois, je ne suis même pas sûre d'avoir encore tout à fait compris. Donc la transmission balzacienne c'est autre chose que la jalousie. Mais ton interprétation du film est bien intéressante pour ça, parce que c'était pas si évident. C'est une adaptation très intelligente, et c'était pas si évident de se débarrasser du fils et de la belle-fille qui compliquent encore la situation familiale. Et là, ils ont réussi à s'en passer. Voilà. Oui. Et donc c'est vraiment un très très beau film. Oui, c'est une très belle adaptation. C'est très intelligent. Voilà. Oui. De toute façon, c'est toujours autre chose. On va pas disserter sur Jean-Louis Bory n'est pas n'importe qui. Voilà, c'est très très fin, c'est très intelligent. Je te réponds à toi là parce que j'ai été frappée par ton interprétation du film, pas du livre. Voilà. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole ?
Olivier. Alors Olivier est spécialiste de Zola. Alors on va voir ce que va nous dire un spécialiste de Zola. Non, là je ne parlerai pas de Zola, non. Pas ce soir. Non, je fais un rapprochement avec un film célèbre, c'est Rebecca. Voilà, il me semble, je crois voir Rebecca, je trouve que l'héroïne, la cousine Bette, est amoureuse folle de Valérie, et que finalement c'est comme la soubrette, enfin, de Rebecca dans le film de je ne sais plus qui d'ailleurs, qui était... Oui, il y a une dimension presque homosexuelle. Il y a une dimension, voilà, il y a une dimension lesbienne dans le film qui est quand même très frappant, oui. Voilà ce que je voulais dire. Et puis il y a une question, je crois qu'il faut absolument poser, c'est la question de la maternité. Parce que... Pardon ? Et de la paternité, oui, les deux, évidemment, puisque la première partie du roman ça s'appelle le Père prodigue, hein, c'est ça ? Dans l'édition oui, le Père prodigue, quand il y avait encore des titres. Et... dans la deuxième partie du roman, en fait, c'est la maternité qui l'emporte, puisque Bette est une mère pour Wenceslas. Bon. Et alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la dichotomie entre la bonne mère et la mauvaise mère. Comme Honoré l'avait écrit à sa mère dans une fameuse lettre, « Je sais bien que tu as préféré mon frère Henri, mais ce faisant, tu as sans doute été une bonne mère pour moi. » Donc la bonne mère, ce serait justement celle qui ne passe pas tous les caprices de son fils et qui au contraire le mène un peu à la dure pour qu'il devienne un génie. Et Honoré pense cela de sa mère. Donc est-ce que Wenceslas, entre les mains d'Hortense, ne s'est pas complètement amolli? D'ailleurs, il devient complètement incapable de travailler, alors que dans les mains de Bette, il était tenu, il était obligé de travailler, il était vraiment, il était entre les mains de quelqu'un qui savait le diriger. Donc, la question de la maternité est très complexe dans ce roman, et puis il y a le fameux texte sur l'art, dans lequel Balzac compare l'artiste à une mère qui met au monde son œuvre, qui la couche et qui petit à petit l'élève, la soigne, la dorlote jusqu'à en faire un être humain adulte. Donc la maternité, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce roman. Alors je pense que vous devez avoir des choses à dire là-dessus. Ah oui, non mais quand même. On vous oblige pas, mais enfin. Max, vous avez quelque chose à dire, vous ? Pas tout de suite, bon. Une question ignorante, vous avez d'autres œuvres ? Le thème, c'est les passions. Ah, d'accord, le thème, c'est la passion. Et quelles autres œuvres y a-t-il, alors, tant qu'à faire qu'on vous soit un peu utile ? Dissertation sur les passions de Jung. D'accord. Et Racine Andromaque. Ah, ouf. Alors ça, c'est très racinien. Moi, j'ai trouvé que cette adaptation était extrêmement racinienne. Parce que on est en pleine tragédie. Enfin, c'est beaucoup plus une tragédie. Bon, il y a des passages de comédie dans les salons, évidemment, mais je trouve qu'il y a un tragique absolument le tragique est celui de l'homosexualité à ce moment-là, peut-être. Pardon ? Le tragique est plutôt celui de l'homosexualité et de la paternité. Oui, peut-être. Et en même temps, de cette jalousie, justement. Oui. C'est Andromaque. Enfin, je veux dire, chacun aime quelqu'un qui ne l'aime pas, et Valérie n'aime personne de toute façon, et elle s'amuse à faire la coquette avec tous. Et alors il y a cette scène de comédie extraordinaire de l'enfant, qu'on retrouve d'ailleurs dans le roman La vieille fille, puisque dans la vieille fille commence par l'histoire d'une jeune fille qui va dire à chacun de ses amants qu'il est le père de son enfant. Et au fond, cette histoire d'enfant dont on fait endosser la paternité à plusieurs pères est un ressort que Balzac a employé au moins 2 fois dans 2 romans très importants. Et dans les 2 romans, d'ailleurs, il est question de vieille fille. C'est quand même intéressant.
intéressant que la maternité soit liée à la vieille fille. Parce que la vieille fille, après tout, c'est vraiment le fruit sec. C'est vraiment celle qui, n'ayant pas réussi à attirer l'attention d'un mari, puisque elle a cette phrase extraordinaire que je ne me rappelais pas dans le roman, que quand elle a proposé à Crevel de l'épouser, il a eu un regard qui lui a fait comprendre plus de choses qu'elle n'avait jamais compris jusque-là, c'est-à-dire sa laideur. Alors, que pensez-vous de l'interprétation d'Alice Sapritch? Ça, quand même, vous allez être capable d'en parler. Elle est sensationnelle, non? Allez, qui est-ce qui se lance? Est-ce que vous trouvez qu'elle est bien dans le rôle? C'est pas vrai. Oui, ah bah voilà, il y en a. Non, j'ai juste trouvé que la répartition des rôles était relativement bien trouvée. Oui. Et ça aurait été difficile de changer les différents rôles masculins et féminins. Et pour Alice Sapritch, effectivement, elle incarne bien cette passion de la vengeance, je pense. Voilà. Vous l'aviez déjà vu quelque part? Dans Vipère au point, il me semble que c'était. Voilà, Vipère au point, c'est un de ses grands rôles aussi, effectivement. Voilà, c'est bien caractéristique de sa manière de jouer, ainsi que dans La Folie des Grandeurs. Et dans La Folie des Grandeurs, oui. Ah oui, non, c'est une grande comédienne. Du même Yvandré Hubert, il y a Marie Bénard aussi, où elle est... Pardon, qu'est-ce que tu dis? Du même Yvandré Hubert, il y a le Marie Bénard. Oui. Pour lequel Yvandré a reçu un 7 d'or, je crois, où elle est assez étonnante dans cette perversité terrible. Marie Bénard, oui. Et ce qui me frappe aussi, c'est l'extrême violence des sentiments qui sont assez bien rendus, la totale impudeur et la violence des sentiments. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Pour ce qui est d'Alice Sapritch, il est clair que tout le film est centré sur ce personnage. Oui. Parce que la courte séquence qui précède le film lui-même, c'est Alice Sapritch, et la fin, c'est la mort d'Alice Sapritch. Alors, évidemment, on peut considérer qu'elle prend vraiment beaucoup de place. C'est justifié sans doute, hein, mais c'est au prix naturellement du sacrifice d'un certain nombre de scènes qui se trouvent dans le roman. En particulier, je pense au début. Le film débute par la petite séquence sur le visage d'Alice Sapritch, alors que dans le roman, on commence par la présentation de Crevel, qui se rend chez Adeline. Chez Adeline. Donc, évidemment, on a l'impression que Jean-Louis Bory a été fasciné par Alice Sapritch et que donc il lui a consacré une place énorme. Pour ce qui est de Crevel, dans le roman, on le voit 2 fois auprès d'Adeline. La première fois, il lui fait des propositions qui sont repoussées. La deuxième fois, c'est elle qui lui fait des propositions. Bon. La première rencontre est effectivement montrée. La deuxième n'est pas montrée, elle est évoquée. C'est-à-dire que c'est Crevel lui-même qui la raconte. Mais on ne la voit pas. Alors, évidemment, ce changement a des inconvénients pour les lecteurs, parce que les lecteurs risquent de ne pas s'y retrouver, ils ne comprennent peut-être pas toujours ce qui se passe à l'écran. Et puis il y a d'autres changements de ce genre, par exemple la fin de La Cousine Bette. À la fin de La Cousine Bette, il y a une sorte de ligue des filles de mauvaise vie pour aider Adeline. Ça, c'est quelque chose qui disparaît complètement dans le film. Je sais très bien que le film ne pouvait pas tout dire. Alors, ça signifie en clair que Jean-Louis Bory a entièrement centré son film sur le personnage de la cousine Bette, ce qui se justifie, et sur Alice Sapritch, parce que, évidemment, c'est une grande actrice.
alors, est-ce que par exemple, à la fin, on ne comprend pas très bien d'où vient la maladie de Valérie, parce qu'on ne voit pas, on voit, enfin, il y a un plan sur Montas de Montejanos, c'est-à-dire le Brésilien, mais on n'a aucune idée de la manière dont la maladie s'est transmise depuis le Brésilien jusqu'à Valérie. Alors là, il y a une combinaison très compliquée, un peu dans le genre de celle qu'on trouve dans d'autres romans, en particulier dans Béatrix. Bon, et moi, je ne dis pas que c'est quelque chose qui manque vraiment, mais le lecteur du roman peut être surpris ou gêné par un certain nombre de manques qu'il repère dans le film. Mais au fond, c'est plutôt, non pas à nous de donner notre avis. Ce que je dis n'est d'ailleurs pas un avis, c'est simplement une constatation, analyse. Parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais ce serait plutôt aux étudiants qui ont à préparer un concours de poser des questions auxquelles nous pourrions essayer de répondre si nous en sommes capables. Enfin, de toute façon, on peut considérer tout de même cette adaptation comme relativement fidèle. C'est quand même ce qu'on peut faire de plus fidèle dans le domaine de l'adaptation. Ça n'est... Alors voilà, il y a une étudiante qui veut... Là-bas. Ensuite, on te donne la parole, là. Merci. En fait, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est dans ce que vous avez dit, vous avez parlé du fait que la cousine bête, c'est une vieille fille et du coup, c'est un fruit sec et c'est dû au rejet. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement le fait qu'elle arrive à se rendre essentielle pour tous les personnages. Et enfin, il me semble que j'avais lu, je sais plus si c'était dans les annotations dans le livre, mais quelque chose comme quoi Balzac pensait que le fait d'être vieille fille, ça apportait une énergie qui n'était pas mise dans autre chose, et que du coup la cousine bête, elle arrivait à utiliser toute cette énergie pour se rendre essentielle et pour arriver à sa vengeance. Et j'ai l'impression que ça va à l'encontre de... Non, il y a les deux aspects. Balzac pense à la fois que le célibataire est un fruit sec, qui est un parasite et inutile à la société, mais d'un autre côté, il pense que la chasteté est une économie d'énergie qui rend particulièrement intelligent, énergique, et il pense que les vierges et que les femmes et que les êtres chastes sont des êtres qui peuvent arriver au génie parce qu'ils économisent leurs facultés dans un seul but. Et elle utilise toutes ses facultés dans un seul but, c'est la vengeance. Donc effectivement, elle devient essentielle à toute l'intrigue. Elle devient le moteur de toute l'intrigue par cette façon de concentrer son énergie sur son plan diabolique. Alain ? Oui, bonjour. Je voulais faire juste deux remarques. D'abord, à propos du personnage du Brésilien, je me demande si sa quasi-disparition n'est pas à mettre au compte d'un problème de copie, parce que il me semble quand même que quand il fait irruption dans la soirée, on ne peut pas faire l'impasse sur cette scène, d'autant qu'il y a ensuite tous les commentaires des personnages. Donc il faudrait voir si dans la copie d'origine, cette scène a été tournée ou pas. Ça paraît quand même assez... Elle n'a pas été tournée, donc c'était une sorte d'ellipse. Bon, ça paraît étrange. Enfin, on sait bien qu'il est son amant. Non, mais enfin, on ne le voit pas. Non, mais elle n'arrête pas de le dire. On n'a pas besoin de tout voir.
Oui, mais enfin bon. Et puis d'autre part, je pense qu'il faut replacer cette œuvre à l'époque, elle a 50 ans. C'est une œuvre de vulgarisation pour grand public, relativement averti. Ça passerait pas à 20h30 aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Alors il y a une certaine lourdeur malgré tout, dans la mesure où justement ça manque peut-être un peu d'ellipse, mais au niveau des dialogues, je crois que tout est de la plume de Balzac. Ah oui, c'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas de texte, disons, qui ferait passerelle entre la parole de Balzac, entre son écriture. Voilà. Et l'intelligence, ce cheminement de bête, cette idée de construire la narration du film sur les cheminements de bêtes qui sillonnent Paris dans tous les sens, ça c'est très juste. Le rôle de Paris d'ailleurs est très intéressant. Et c'est très bien rendu dans le film. Et je suis d'accord avec vous. Moi je l'ai ressenti plutôt comme étonnamment moderne, le film, pour dater de 64, parce qu'il me semble que même après dans la critique balsacienne, il y avait encore des discours parfois plus édulcorants que ce qu'on a vu là dans le film. Donc moi je trouve ça très intéressant. Ah pardon. Non, je disais qu'effectivement le film date de 64 et moi, contrairement à vous, je l'ai trouvé finalement relativement moderne dans sa représentation d'une œuvre balsacienne, parce qu'il y avait encore des critiques balsaciens peut-être à ce moment-là qui édulcoraient encore un peu les textes, tandis que là justement, le discours de la passion et de l'homosexualité était bien présent et c'était pas si évident. Ça c'est autre chose, je pense que c'est la sexualité de la... Oui, on parle de la sexualité de Bête, on n'en parle pas en termes traditionnels. Sa sexualité, c'est justement toutes ces opérations qu'elle tisse, etc. Bon, elle est frustrée, ça c'est évident, ça saute aux yeux, mais en même temps, elle trouve des compensations vraiment à cette frustration. Et alors ensuite, naturellement, son rapport avec Valérie est assez ambigu. Mais enfin, Valérie est apparemment consentante. Elles font équipe. Ouais, je dirais qu'elles font équipe. Elles sont soudées. Voilà. Alors en revanche, là, il a été question de Rebecca. Alors dans Rebecca, effectivement, la servante parce que Rebecca, justement, de Rebecca, quoi qu'on ne voit jamais, qui existe uniquement dans les récits et dans les... Voilà, c'est la gouvernante. Là, on ne sait pas comment... on a l'impression que Rebecca l'a utilisée comme une servante. Enfin, on peut faire son scénario personnel. Puisqu'elle rejoue une scène, mais en fait, Rebecca n'est plus là. Donc, en plus, il y a la morbidité d'un personnage mort, absent. Alors, là, elles font équipe, effectivement. Mais bon, il y a cette grande frustration aussi de la cousine par rapport à cette relation, si on peut dire, avec le Polonais. Donc c'est quand même, elle s'investit affectivement d'une manière très, très forte et très violente dans cette relation. Voilà. Pour répondre à monsieur à qui je vais repasser le micro qu'il a demandé tout à l'heure, Yves André m'a raconté un peu la genèse de cette adaptation et il avait bien, il a mis pas mal de temps pour pouvoir le faire accepter par la chaîne, qui trouvait qu'il y avait beaucoup quand même d'immoralité en 1964. Et il avait bien sûr dans l'idée Alice Sapritch, et donc Jean-Louis Bory était ça va être pertinemment que ce serait Alice Sapritch qui tiendrait ce rôle. Voilà, je vous repasse le micro, monsieur. J'ai juste un mot à ajouter. Oui, par exemple, une des conséquences du parti pris de Jean-Louis Bory de mettre en valeur essentiellement le personnage de la cousine Bette et donc de l'actrice Alice Sapritch, c'est que par exemple la fin est différente de ce qu'elle est dans le roman. Parce que, au fond, Jean-Louis Bory a voulu montrer que jusqu'au bout, c'est elle qui gagnait, qui remportait la victoire. Au point que, étant mourante, sur son lit de mort, elle se lève pour aller voir ce qui se passe entre Hector et la servante qui vient d'engager. Dans le roman, non. Autant que je me rappelle. Dans le roman, non. Valérie est déjà morte, bien entendu. La cousine Bette est morte également, et elle est morte en emportant dans sa tombe, comme on dit,
cette idée qui la torture et qui est que finalement, elle a perdu. Alors que là, elle a gagné. Donc il y a une transformation, là, une mutation qui vaut ce qu'elle vaut. Non, on peut dire qu'il y a une double fin. Elle a gagné et elle a perdu. Elle a gagné un peu. Elle n'a gagné qu'une seule chose, c'est que le baron Hulot est resté ce qu'il était. Et ce qui ne cessera jamais d'être. Non mais ça je n'en discute pas. Mais elle a perdu parce qu'ils sont tous heureux quand même dans l'ensemble. Non mais d'accord, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une distorsion par rapport au roman oui, tout à fait. Que je ne reproche pas à Jean-Louis Bory, entendons-nous. Mais il faut la constater, et en particulier pour ceux qui ont préparé le concours. Il y a une distorsion entre la fin du film que nous voyons et la fin du roman. Et cette distorsion, elle est due à quoi? Elle est due au parti pris de Jean-Louis Bory de mettre en relief, et même à peu près exclusivement, le personnage de la cousine bête. On commence par elle, on finit par elle. Bon, voilà, c'est un parti pris. Mais je crois aussi que Jean-Louis Bory n'a pas moins que Balzac à se défendre contre le reproche d'immoralité. Balzac, c'est avec ses lecteurs, et Jean-Louis Bory, c'est avec la chaîne de télévision qui se méfie de ce film en pensant qu'il va être immoral. Donc lui aussi, il est obligé de faire gagner le bien. Finalement, les deux créateurs ont le même problème. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, faire gagner le bien? Simplement, quand Alice Sapritch, dans un premier temps, dit « J'ai tout perdu, ils vont être heureux ». Voilà. Bon, ça... Et c'est corrigé immédiatement. Ouais, voilà. Mais en tout cas, on a ce qu'on appelle au cinéma une double fin. Hein, c'est-à-dire que les deux sont là. Quelqu'un vous avait demandé la parole encore? Oui. Oui, merci pour cette représentation. Déjà, je suis plutôt heureux. La qualité. Oui, enfin, on s'en passera. Je suis assez d'accord avec monsieur. J'ai été très très gêné par les ellipses, effectivement. Et je n'ai pas envie de dresser une statue à monsieur Jean-Louis Bory, que je n'ai jamais apprécié comme romancier déjà. Comme un adaptateur peut-être. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que la question, non pas de la moralité, mais de l'immoralité de la fin, c'est qu'il ne règle pas la question du baron Hulot. Pourquoi est-ce que Balzac sauve le baron Hulot et pourquoi est-ce que dans le film on sauve le baron Hulot? Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que dans ce film, je n'ai pas vu l'émergence de l'histoire avec un grand H et avec sa grande H, c'est-à-dire une histoire qui arrive après la Révolution de 89, qui met en place la monarchie de Juillet, qui est une monarchie louis-philipparde, où les fils d'épiciers deviennent des pairs de France. Il ne règle pas ça. Il nous donne une image, effectivement, des bourgeois qui sont finalement assez... C'est une image assez indulgente. Et moi, je ne sens pas dans le film le parti pris balzacien, qui était quand même celui d'un Crevel qui porte bien son nom. Si on fait une analyse onomastique du terme Crevel, c'est quand même pas très valorisant. Ce qui me gêne un tout petit peu sont les ruses de l'histoire, finalement. Moi, j'ai une perspective hegelienne. L'histoire, finalement, triomphe et Balzac est déçu parce que c'est un nostalgique de l'Ancien Régime et un nostalgique du christianisme. Et on ne le voit pas dans le film. Moi, je ne vois pas le baron Hulot comme quelqu'un... Pour moi, le baron Hulot, c'était une demi-solde. C'est quelqu'un qui s'ennuie. C'est quelqu'un qui a connu les guerres révolutionnaires, qui a connu les guerres d'empire et qui s'ennuie, qui transpose les conquêtes guerrières dans les conquêtes amoureuses. Et là, je vois un petit séducteur qui n'a rien de reluisant d'ailleurs. Et dans le film, ça n'a pas été traduit. Je pense que Balzac est trahi un tout petit peu de ce côté-là, parce que Balzac a une conscience de l'histoire. Et qui a une conscience de l'histoire tragique qui advient, c'est-à-dire qui a connu la Révolution, qui a connu la trahison de 93, qui a connu la fin de l'Empire, et qui connaît cette fausse monarchie qui arrive et qui n'est pas légitime au-dessus de Balzac. Et on ne le voit pas dans le film. Donc finalement, c'est le parti pris historique qui me gêne un tout petit peu. Voilà.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'avais hésité à me lancer sur le sujet, mais c'est parce que je ne voyais pas très bien comment il aurait pu le rendre dans le film. On est toujours, quand on connaît bien Balzac, et de toute façon, quand on connaît bien son œuvre, on est forcément déçu, donc c'est pas le sujet. Mais je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas comment il aurait pu le rendre. Je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec le baron Hulot. Enfin, c'est compliqué, hein, c'est Balzac au pluriel. C'est très compliqué, les relations de Balzac aussi avec l'histoire. Donc, effectivement, tous ces personnages représentent des rapports à l'histoire complètement différents. Et Hulot, oui, c'est l'énergie du désespoir, un peu pour reprendre l'expression de Mademoiselle tout à l'heure, qui était très bonne. C'est l'énergie du désespoir de l'Empire, de ces maréchaux d'Empire qui ne veulent pas mourir, qui ont encore de l'énergie jusqu'à pas d'âge et qui n'ont plus de l'énergie à mettre que dans une sexualité débridée. Voilà. Mais ça, c'est vrai que cette dimension-là manque dans le film. Mais je répète, de toute façon, vous ne pouvez pas tout mettre et je ne vois pas comment vous pouvez le mettre. Mais c'est vrai que dans vos dissertations, ça, il faut beaucoup parler de ça pour être pragmatique ce soir, parce que c'est extrêmement important, parce que de tous les repères en fait des personnages balsaciens, leur prise de parole correspondent justement à cette sorte de polyphonie qui fait que vous avez des personnages. Là, vous n'avez pas encore l'aristocratie. Donc c'est un roman, c'est pour ça c'est un des derniers romans de Balzac, parce que dans les précédents, souvent, ce sont les aristocrates qui ne savent plus d'où ils parlent et qui ne retrouvent plus leurs repères justement sur ce que c'est que la famille, sur ce que c'est que la paternité, qui est ici tournée en dérision, toute la paternité de l'Ancien Régime qui est tournée en dérision. Ici, on ne parle plus que des pères de l'Église. Et alors, comme vous l'avez dit, c'est encore une étape supplémentaire, puisque là, même les maréchaux, même la noblesse d'Empire ne trouve plus sa place et est dégradée. Donc c'est quand même un roman qui est écrit, je ne sais plus, 47 ou 48 46, voilà. Donc on sent cette évolution pour ça dans l'œuvre de Balzac. Et donc effectivement, décrivez bien, si on vous posait des questions là-dessus, que la représentation de la passion là est liée au fait que les personnages ne savent plus comment se situer, tellement les rapports tellement les relations de la famille et du rapport à Dieu, à la religion ont changé du fait de toute cette évolution historique. Donc vous avez tout à fait raison, mais on ne pouvait pas non plus demander ça au film. Moi je me suis demandé si elle allait s'en tirer avec les costumes, parce qu'au départ on voit le maréchal Hulot qui est représenté sur un tableau, et Crevel, on ne voit pas assez que c'est un commerçant. Mais je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de mieux. Je suis d'accord, nous on a intériorisé tout ça, mais donc dans vos dissertes ça sera important. Voilà. Max, vous vouliez prendre la parole? Max, vous vouliez... Éventuellement, oui. Oui. Voilà le micro. Le voici. Oui, il est effectivement très intéressant de parler de l'histoire, comme l'a fait un intervenant. Parce que ce film, le film de Jean-Louis Bory, finit par devenir le film d'une passion. Bon, pourquoi pas. Mais ce parti pris, encore une fois, laisse de côté un certain nombre d'éléments très importants, à mon avis. D'abord, par exemple, la disparition dans le film du frère de Hulot, qui est le commandant Hulot des Chouans et qui est devenu un ministre. Bon, enfin, ami du ministre. Donc, c'est un élément qui situe déjà un petit peu les choses, parce que Hulot, le commandant Hulot, enfin l'ancien, est un témoin de la Révolution française. Et dans les Chouans, il est le combattant de la République. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaît absolument pas dans le film. C'est un premier point. Le deuxième point, qui est peut-être plus important, c'est que Balzac a écrit les deux romans, La cousine bête et le cousin Ponce, tout à fait à la fin de sa carrière. Il a eu une sorte de regain de vitalité pour arriver à écrire ces deux romans. Mais ces deux romans, en fait, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent la déchéance totale de la bourgeoisie. C'est une chose qu'il faut bien voir. C'est que l'importance de Hector Hulot dans cette affaire, c'est de montrer un personnage qui déchoit de son rang, comme c'était le cas pour la bourgeoisie, disons la petite bourgeoisie ou la moyenne bourgeoisie. L'aristocratie étant déjà hors de course. Donc il y a une perspective historique à prendre sur le film et puis sur les deux parents pauvres. C'est que là, on arrive à la fin d'un processus.
Ce processus, c'est le processus qui mène de la société aristocratique à une société de petits bourgeois qui se sont complètement corrompus. Voilà. Donc là, il y a une partie historique du film qui disparaît un peu, du livre, qui disparaît un peu dans le film. Voilà, je m'en tiens là. Je voulais apporter un tout petit élément vis-à-vis sur l'adaptation. Monsieur parle du film de Jean-Louis Bory. Yvon-André Hubert m'a dit, et comme c'est quelqu'un de modeste, qu'il était beaucoup intervenu sur cette adaptation, notamment pour ce qui est des scènes à retenir, de celles à éliminer, et de l'intrication de toute cette matière dramatique. Et Yves-André, le connaissant, enfin comme mes amis qui sont ses anciens collaborateurs, est quelqu'un d'un humour ravageur et aussi d'un pessimisme radical. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur quand il dit que c'est un portrait idyllique d'une monarchie pourrissante. Connaissant Yves-André Hubert, je sais que les mépris qu'il avait pour toute cette comme Balzac, de cette classe finissante. Voilà. En tout cas, il est beaucoup intervenu sur l'adaptation. Peut-être que nos amis collaborateurs d'Yves-André Hubert ont des choses à dire. Non. Bon, une autre fois. Alors, il me semble qu'on ne peut pas terminer ce débat sans parler de sa dimension presque métaphysique. On a quand même vraiment dans ce texte et dans ce film le combat du bien et du mal. Et il est évident que la cousine Bette incarne le mal tentaculaire, et le mal qui se répand comme une traînée de poudre. C'est vraiment une incarnation extraordinaire du mal. Et on sait que dans l'avant-propos, Balzac s'était beaucoup exprimé sur la question du mal, dans laquelle et qu'il dit que justement, au fond, il a créé une société dans laquelle le mal et le bien sont à égalité, et que de toute façon, il n'y a pas de beauté esthétique du roman s'il n'y a pas le mal pour faire ressortir. C'est assez manichéen. Oui, comme... mais c'est pas justement, et il arrive à cela sans manichéisme. C'est ça qui est extraordinaire, parce que je ne trouve pas non plus que ce soit manichéen. Donc là, c'est quand même assez complexe, parce que cette façon de faire de Valérie à la fin. Alors Valérie, c'est quand même un personnage curieusement biblique. D'abord, elle est Dalila, et elle termine en Marie-Madeleine repentie. Elle incarne quand même toutes les grandes prostituées de la Bible. Donc on a vraiment un personnage d'une complexité assez extraordinaire. Le groupe d'ailleurs de Samson et Dalila a une fonction tout à fait métatextuelle dans le texte, c'est-à-dire que vraiment il donne des clés. Lorsque Valérie le commente en disant la vertu coupe la tête, le vice ne coupe que les cheveux, là on a une version comique, ironique de cette dialectique du bien et du mal. Et ce sont des choses comme ça qui enlèvent le manichéisme, justement, parce que on n'a pas un roman qui est vraiment une espèce de combat du bien et du mal. On a quelque chose de beaucoup plus complexe. Valérie étant la personne, sans doute le personnage le plus complexe, puisque elle est vraiment du côté de la perversion la plus totale, et qu'elle finit dans une espèce de sainteté. C'est vraiment du bordel au Carmel, enfin, de la prostitution à la prosternation. Enfin, on a vraiment un personnage d'une complexité tout à fait extraordinaire. Oui, Olivier ? Oui,
Oui, tu parlais de tragédie tout à l'heure, mais on a peu parlé de l'esthétique du film. Enfin, et je suis frappé, il n'y a que des gros plans dans le film. Il n'y a aucune scène d'ensemble, aucune scène de salon, de costume, comme on le ferait aujourd'hui pour une série télévisée, justement. Vrai, oui. Ça serait idéal de ce point de vue. On ne voit que des gros plans. Et finalement, je trouve que l'héroïne finit par avoir une intériorité qui la rend sympathique. Moi, je ne vois pas de mal dans La cousine bête. Je vois un être extraordinairement malheureux qui est affligé d'une laideur épouvantable. Et finalement, moi, je dirais pas que c'est une sainte à sa manière, hein, j'irai pas jusque-là. Mais quand même, hein, y a quelque chose, me semble-t-il. Elle est au-delà du bien et du mal. Aujourd'hui, avec la psychanalyse, on dirait, ben oui, c'est un cas extrême, quoi. C'est un cas limite, voilà. Moi, je la Mais trouve le dernier mot, d'ailleurs, de Valérie, à la fois dans le roman et dans le film, est magnifique. Je vais faire le bon Dieu, parce qu'elle employait ce mot de faire pour ses amants. Oui. Et tout d'un coup, elle dit je vais faire le bon Dieu. C'est un peu la mort du père Grandet qui s'accroche au crucifix en or. Oui, monsieur. Non, parce que nous on dit ça, mais à l'époque on disait. Un subterfuge supplémentaire. Oui, mais justement, Balzac est beaucoup plus subtil. Balzac n'en fait pas du tout une sainte qui se repentit. Il est bien plus subtil. Je pense que le film là nous dresse un portrait finalement une prostituée déchue et qui se repentit. C'est un subterfuge supplémentaire à mon sens parce qu'elle a peur de la mort. Et voilà, elle a peur de la mort et si elle pouvait espérer, comme Don Juan, séduire Dieu, Dieu ne se laisse pas séduire, mais elle n'a pas cette hauteur donjuanesque. Eh bien, je crois qu'on va terminer sur ce mot. Merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir participé, d'avoir supporté les mauvaises conditions de projection et à la prochaine. Et puis bon concours. On a espéré qu'il allait